ce webinaire. Donc bonjour à toutes et à tous, Catherine Donneau. Je suis responsable du service Rural Consult qui organise aujourd'hui cette webconférence. Juste vous dire un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas Rural Consult, qu'il s'agit d'un service juridique et financier gratuit qui est mis à la disposition des communes de moins de 5 000 habitants et des intercommunalités de moins de 50 000 habitants. Donc c'est un service qui est accessible du lundi au vendredi et vous avez directement en ligne des juristes qui répondent immédiatement à vos questions ou sous 48 heures maximum s'il y a des recherches particulières à faire. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser ce service, que ce soit sur le sujet du webinaire que nous allons traiter aujourd'hui ou que ce soit sur tout autre sujet, puisque Rural Consult répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser dans la gestion quotidienne de vos collectivités. Voilà, vous avez des liens à la fin du document si vous voulez en savoir plus sur le service, et vous trouverez également le numéro de téléphone, mais que j'indiquerai dans le chat. J'en dis pas plus sur le service pour l'instant. Je vais passer la parole à Myriam et Charles-Marie qui vont donc vous présenter ce webinaire. Et donc, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat et ils répondront, donc nos deux juristes répondront à vos questions au fur et à mesure. Et pour toutes les questions pour lesquelles il n'y aurait pas de réponse, n'hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées, nous vous rappellerons. Voilà, je vous laisse la parole. Bon Merci. webinaire. Merci beaucoup Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci de nous avoir rejoints à ce webinaire consacré à la territorialisation de la planification écologique, nouvelle méthodologie comme on le verra, ainsi que au bilan de la définition des zones d'accélération de la production des énergies renouvelables. Nous vous proposons, Charles-Marie et moi-même, un sommaire décomposé en 5 parties, comme vous le voyez ici. En première partie, nous allons aborder le plan d'action national, à proprement dit, qui constitue la forme de cette planification de la territorialisation écologique. Et nous en décrirons les grandes étapes, de cette planification. En deuxième partie, nous verrons ensemble en quoi consiste la mise en œuvre concrète de la territorialisation et donc à la lumière, comme vous le voyez ici, de la circulaire de la Première ministre, ex-Première ministre Madame Borne, ainsi que du guide ministériel, toujours, sur les conférences des parties. En troisième partie, nous ferons un focus tout particulier sur la planification territoriale ciblée sur les énergies renouvelables, dont les prémices ils sont issus justement de la loi dite climat et résilience, avec un rôle plus renforcé par l'effet de la loi dite APER. En quatrième partie, nous dresserons un bilan du déploiement des zones ENR, en partant sur la mission d'information de février 2024 et ainsi que sur le portail de cartographie. Pour la toute dernière partie, nous allons vous mettre à disposition le contenu de l'ensemble des outils et accompagnements possibles de la part de la Banque des Territoires. Et en cas d'interrogation, de demande de précision, nous vous inviterons à nous recontacter, à contacter plus précisément Catherine Donneau, qui pourra prendre en charge vos interrogations. Rentrons dans le vif du sujet. Première partie, le plan d'action nationale pour réussir la transition écologique. Alors, en introduction, il faut décrire le contexte dans lequel on se situe. Comme vous le savez, les urgences en matière climatique, énergétique et environnementale ont imposé une accélération
de nos efforts pour réduire l'empreinte écologique et atteindre à terme tous les objectifs en matière environnementale. Donc, chronologiquement, donc dans ce contexte, le président de la République s'est engagé en mai 2022 à construire un plan d'action national tout en s'appuyant sur une méthodologie innovante qu'il a intitulée la planification écologique. Il en a également confié la responsabilité à la Première ministre, donc Madame Borne, avec le soutien d'un secrétaire général de la planification écologique. Il s'agit d'une toute nouvelle fonction qui a été créée à ce titre le 7 juillet 2022. Ensuite, en septembre 2023, donc, le président de la République a présenté devant le Conseil de la planification écologique un plan d'action incluant donc les grands axes des objectifs de sa méthode, donc, qui vise à permettre donc, sur le plan national donc, à la France de réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Donc, comme je viens de le dire, donc, cette méthode de planification écologique est une méthode qu'on pourrait qualifier de globale et concrète. Et donc, l'ensemble des objectifs et des leviers de cette méthode ont dû être définis au terme d'une année de travaux. La nouvelle méthodologie, donc dans le cadre de l'année de travaux, donc, la méthodologie a dû mobiliser un certain nombre d'acteurs de divers horizons, on va dire. Tout d'abord, l'ensemble des ministères, les acteurs économiques, les représentants des collectivités territoriales et donc les intercommunalités également, les groupes de réflexion, laboratoires d'idées, ainsi que les associations environnementales. Donc, l'objectif premier de cette méthode, c'est de pouvoir relever un certain nombre de défis en matière de transition écologique, à raison de 5 défis, comme je vous les ai exposés ci-dessous. Tout d'abord, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc on l'a vu juste avant, donc à l'horizon 2030. L'adaptation aux conséquences évidemment inévitables compte tenu du réchauffement climatique. La préservation et la restauration de la biodiversité, la préservation de nos ressources propres, et enfin la réduction de toutes les pollutions qui ont un impact direct sur notre santé. Alors, ce plan de lancement gouvernemental du 22, qui a été lancé le 21 octobre 2022, l'a été sous la bannière France Nation Verte, comme vous le voyez ici, qui comprend 6 thématiques qui ont été déclinées ensuite en 22 chantiers opérationnels. On va développer justement les 6 thématiques retenues. Tout d'abord, les voici ici. Mieux se loger, donc mieux se déplacer, mieux se déplacer, c'est-à-dire améliorer la mobilité de chaque usager, donc en proposant une offre de transport plus propre et plus accessible sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'en en incitant les usagers à faire un usage plus vertueux, plus responsable de ces mêmes moyens de mobilité. Alors, dans le rapport, dans le plan d'action, il s'agit notamment de faciliter l'utilisation de moyens de mobilité plus propres, à savoir le vélo, et les moyens de transport. Mieux se loger, deuxième thématique, il s'agit d'ici de développer une offre de logement beaucoup plus économe en énergie et plus adaptée au changement climatique. Donc, cela passe notamment, et c'est ce qu'indique le plan d'action, par il y a eu avoir
un petit loupé, excusez-moi, par la rénovation, un plan de rénovation des logements, plan de rénovation des logements plus performantes et accompagnés. Troisième thématique, mieux préserver et valoriser les écosystèmes. Donc, sur le plan, il s'agit d'instaurer une meilleure gestion durable de nos ressources en eau et forêt. Mieux produire, la quatrième thématique, ça renvoie à la décarbonisation du cycle de production de l'énergie nécessaire à la fabrication des biens et services, donc, et ce jusqu'à la collecte et la valorisation des déchets en fin de vie. Cela correspond notamment sur le plan d'action donc à l'accélération de la rénovation des bâtiments tertiaires, donc, et assurer une meilleure performance énergétique de ces mêmes bâtiments. Cinquième thématique, mieux se nourrir. Cela correspond ici au changement, donc à l'évolution des changements, l'évolution de nos habitudes alimentaires, donc en accompagnant les filières agricoles dans la transformation agroécologique. Par exemple, cela correspond à un engagement donc, dans toute la chaîne alimentaire donc, pour promouvoir la durabilité des produits. Et enfin, dernière thématique, mieux consommer. Donc, il s'agit de prendre en compte tous les impacts environnementaux dans notre manière de consommer. Et donc, dans le plan, cela correspond notamment à l'intensification des achats plus responsables. Donc, de l'ensemble des acteurs, tant économiques que du secteur public, donc des administrations. Alors aujourd'hui, nous avons recensé une cinquantaine, enfin même plus d'une cinquantaine de leviers qui s'accompagnent d'actions plus concrètes dans toutes les dimensions de nos vies, évidemment. Et pour aller un peu plus loin, ce que je vous indique ici, c'est que vous pouvez vous reporter aux publications du secrétaire général de la planification écologique, donc publication de l'an dernier, tant celle de juillet que celle qui la complète de septembre 2023. Ainsi que, qui correspond justement à la première année de travaux dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que pour la deuxième année, à l'avancée justement de ces travaux entre la période qui s'étale entre l'été 2023 et l'été 2024, sachant que vous pouvez tout à fait consulter la synthèse via le lien que je vous ai introduit ici, donc pour l'année 2 de la planification écologique. Passons maintenant aux grandes étapes de la planification écologique. Donc, la planification écologique, comme je vous l'ai indiqué ici, il s'agit d'une feuille de route, en fait, que vous devez avoir en tête donc, pour ce qui concerne la transition écologique, qui doit reposer donc, sur de grands axes, comme nous allons le voir ensemble, à raison de 3 axes. Le premier étant c'était de co-construire un plan d'action, d'en assurer le déploiement, le suivi et l'approfondissement. Deuxième axe, il s'agit d'organiser une concertation avec les différents acteurs, donc ce qui implique ici donc, de prendre en compte les différents acteurs d'activité dans la planification et donc surtout la territorialisation de cette planification, d'où le rôle essentiel des concertations qui devront être menées entre les différents acteurs, collectivités territoriales, entreprises et filières, ménages et différents services publics notamment. Troisième grand axe de la planification écologique, vous avez tout le travail législatif et réglementaire. Sur ce dernier axe, il s'agit principalement, comme je vous l'indique ici, de l'ensemble de l'arsenal législatif qui existe et qui est en cours de préparation, à commencer par la loi que vous connaissez certainement dite Climat et Résilience du 22 août 2021. Ainsi que la loi du 10 mars 2023 dite APER, qu'on verront un peu plus loin avec Charles-Marie, concernant l'accélération de la production des énergies renouvelables.
La loi du 22 juin 2023, donc plus spécifiquement donc, sur le nucléaire, les installations nucléaires, et la loi dite industrie verte, donc plus récemment. Nous avons, comme je vous l'ai dit, en préparation 2 projets de loi. Donc, vous avez le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et de renouvellement des générations en agriculture. Un petit nota donc, sur ce projet de loi. Il faut savoir qu'il a été adopté donc, par l'Assemblée nationale à ce jour, transmis au Sénat le 28 mai 2024. Alors, dans le contexte que nous connaissons tous, hein, de dissolution de l'Assemblée nationale, donc, et puis ben, voilà, donc, de la reconstitution, justement, eh bien, cette discussion a été interrompue. Donc, pour le moment, on est sur un projet de loi qui n'a pas été relancé. L'autre projet de loi, c'est celui qui concerne la programmation énergie-climat. Donc, la loi, d'ailleurs, aurait dû être adoptée avant le 1er juillet 2023, comme le prévoit l'article L100-1A du Code de l'énergie, ce qui n'est pas le cas, hein, comme voilà, vous l'avez compris, et suivant une période quinquennale. C'est-à-dire que tous les 5 ans, une loi doit intervenir pour fixer la programmation quinquennale concernant voilà, la réglementation énergie-climat. Parlons maintenant de dispositifs financiers donc, qui existent et qui a été introduit donc, via les dispositions de la loi de finances pour 2024, hein, que vous avez entendu parler, donc, qui concerne notamment le budget vert. Vous avez également l'élaboration de toute une série de plans série de plans gouvernementaux, donc dotés de plans d'action, d'échéances bien précises et de mesures de suivi. Vous avez les 300, comme je vous l'ai indiqué, les 53 mesures du plan eau de 2023, donc pour une gestion plus résiliente et concertée de l'eau. Vous avez également le plan vélo et marche, hein, donc pour la période 2023-2027, hein, donc période étant débutée. Hein, donc l'idée, donc ici, c'est de mettre en place une véritable culture du vélo, hein, donc en tant que solution de mobilité alternative et plus écologique. Le plan covoiturage du quotidien 2023, donc là, il s'agit qui est présenté justement comme un levier essentiel de la transition écologique. Hein. Donc, l'objectif ici du gouvernement, c'est d'atteindre 3 millions de trajets quotidiens, donc contre 900 000 fin 2022 de mémoire, ce qui permettrait d'atteindre à terme 1% des émissions de gaz à effet de serre annuel de la France. Dernière chose, donc je vous l'indique ici, il s'agit de la concertation, la consultation sur l'ensemble des orientations définies via la programmation pluriannuelle de l'énergie. Hein, donc voilà pour ce dernier point. On va avancer. Donc, cette planification écologique, donc, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il s'agit d'une méthode donc, qui a été choisie par le président, puis ensuite conduite par la Première ministre, donc pour réduire, donc, dans la perspective évidemment de réduire 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, hein, c'est l'objectif, hein, par rapport à 1990. Hein, donc on a quand même cette période repère. Le but, c'est de protéger la biodiversité également et d'agir pour une économie circulaire. Donc, à cette fin, la stratégie nationale donc, mise en œuvre comporte, comme je vous l'indique ici, les 2 déclinaisons suivantes. Première déclinaison, il s'agit de la stratégie nationale de la biodiversité, et la SNB, hein, comme elle est qualifiée, hein, selon l'acronyme, hein, donc, qui est constituée donc, de 40 mesures précises autour de 4 axes, hein, donc, pour atteindre les objectifs et ambitions portés donc, à l'échelle mondiale en matière de biodiversité.
Donc ici, il s'agit de réduire les pressions donc, qui s'exercent sur la biodiversité, de restaurer pardon, la biodiversité dégradée, là où c'est possible, hein, de mobiliser l'ensemble des acteurs, de garantir des moyens, donc évidemment, pour d'atteindre l'ensemble de ces objectifs et ambitions mondiales. Hein. Deuxième stratégie, il s'agit de la stratégie nationale bas carbone, dite stratégie SNBC3. Donc, il s'agit d'une stratégie nationale de développement à faible intensité carbone, donc appelée aussi stratégie bas carbone, donc qui constitue en fait une feuille de route donc de la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, elle définit ici une trajectoire donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et donc fixe un ensemble d'objectifs donc à atteindre suivant un court moyen terme, ce qu'on appelle ici les budgets carbone. Donc les budgets carbone, donc, ils correspondent plus précisément donc, à un plafond national donc, à atteindre en termes de neutralité carbone dans la perspective voilà, de 2050 et donc de réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français. Alors, selon la synthèse que je vous ai présentée tout à l'heure, donc des travaux entre l'été 2023 et l'été 2024, donc je prends la synthèse de juillet 2024, justement, eh bien, la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre s'accélère, comme je vous l'indique ici, pour atteindre moins 5,8% en 2023. Voilà, donc passons maintenant où je m'arrête, s'il y a des questions. Alors, je regarde au niveau de l'heure aussi. Là, c'était une présentation justement générale du plan d'action. Si vous avez des questions, je marque un temps d'arrêt. Voilà, il n'y a pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre dans ce cas-là. Donc sur cette deuxième partie que nous dédions à la mise en œuvre concrète de la territorialisation, donc en se basant tant sur la circulaire d'Elisabeth Borne, du 29 septembre 2023, ainsi que sur le guide ministériel portant sur la mise en œuvre des COP. Alors, la circulaire ministérielle, qui d'ailleurs a été transmise à l'ensemble des préfets, donc est venue préciser justement les modalités de déploiement de la planification écologique dans chaque territoire concerné, évidemment. Donc ce déploiement est coordonné, comme je vous l'indique ici, par le ministère de la Transition écologique. Je vous renvoie justement vers le lien que je vous ai introduit ici. Donc, si vous souhaitez consulter la circulaire, elle n'est pas conséquente. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de pages de mémoire. Alors, le déploiement de la planification économique, donc ça décline. Donc, il faut savoir que la planification de la territorialisation écologique se décline en 3 niveaux complémentaires. Tout d'abord, le niveau régional, c'est le niveau qui a été choisi comme étant le plus pertinent, justement. Donc, il s'agit d'un niveau de déploiement territorial de la planification écologique à partir de ce que l'on va voir ensemble, de la conférence des parties. On pourrait même qualifier, conférence régionale des parties. Donc ce niveau régional permet une concertation je vais qualifier de stratégique dans le cadre d'un travail collectif et collaboratif à l'échelle de la région pour pouvoir parvenir à terme à une déclinaison tout d'abord régionale, puis locale, c'est-à-dire quand je dis local, c'est communal ou intercommunal de la planification écologique. Qui est de toute façon, qui doit être partagée par l'ensemble de toutes les collectivités qui sont parties prenantes.
Deuxième niveau donc, de cette déclinaison, le niveau départemental. Donc ici, les préfets ont à mobiliser justement l'ensemble des partenaires donc, qui doivent être partie prenante de la concertation et de ce travail collaboratif et des moyens donc, qui permettent d'atteindre l'ensemble des objectifs qui doivent être également adaptés à chaque territoire. Troisième niveau, il s'agit de celui du bassin de vie. Les projets donc, de territoire portés par les élus, justement, devront traduire l'ensemble des ambitions écologiques en fonction des enjeux locaux qu'ils rencontrent. Donc la proposition ici donc d'une gouvernance et d'une méthode de travail renforcée se fait autour de la revue des projets qui doit permettre d'accélérer donc la mise en œuvre des actions et de répondre de manière plus fine possible aux besoins des territoires et aux objectifs écologiques. Donc ici, je vous ai mis, si vous voulez, le schéma concernant la gouvernance à proprement dite de la COP territoriale. Je ne vais pas développer, voilà, c'est juste pour que vous l'ayez en tête, par rapport à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, sur les 3 déclinaisons possibles. Donc, comme j'ai commencé à vous l'indiquer, donc la territorialisation de la planification écologique passe par l'organisation des COP. Donc des conférences des parties. Donc cette, comment dirais-je, cette comment dirais cette logique de coopération, pardon, au travers de la conférence des parties, constitue une démarche inédite. Et donc, on fait partie, donc à l'échelle nationale, si vous voulez, de l'un des premiers pays à l'avoir mis en œuvre, sachant que ce n'est pas une démarche on va dire qui sort de nulle part, mais qui découle, si vous voulez, de démarches qui existent déjà à l'échelle des Nations Unies, comme je vous l'ai indiqué ici. Donc, la COP territoriale à l'échelle de la région doit être pilotée par le préfet de région ainsi que par le président du conseil régional. Elle doit associer l'ensemble des acteurs des territoires, des acteurs du monde économique, des représentants évidemment des collectivités territoriales, évidemment, et en associant également des représentants de la société civile. Je vous invite à consulter, si vous le souhaitez, donc le guide pour l'organisation de la coopération qui vient compléter la circulaire Borne et qui précise selon le territoire et qui précise que selon le territoire, le préfet de région peut décider de privilégier un niveau plutôt qu'un autre. Alors, comme voilà, pour ce qui concerne la démarche à proprement dite, démarche COP, il faut savoir qu'elle se structure autour de 3 temps. Vous avez, comme je vous l'indique ici, un diagnostic territorial, un débat, puis un temps de décision pour la construction d'un plan d'action régional. Étant entendu que chaque étape doit représenter un livrable. Alors, la méthode des COP est une méthode participative et non prescriptive, donc qui est structurée donc autour, je vous l'indique ici, de 4 principales étapes identifiées comme telles dans le guide ministériel, à commencer par le lancement à proprement dit donc des conférences, donc qui auraient dû l'être à partir donc d'octobre 2023. Donc concrètement, à l'occasion de ce lancement, il a fallu définir les différents leviers d'action.
Donc le préfet et le président du conseil régional ont dû inviter donc les acteurs, enfin l'ensemble des représentants territoriaux donc concernés à une réunion dite de lancement. Et à l'occasion de cette réunion, vous avez dû avoir une première déclinaison régionale du panorama des leviers d'action qui vous a été présenté. Et donc, à partir des leviers qui ont pu être identifiés à l'échelle nationale. Les objectifs de cette première réunion sont au nombre de 2 et ont dû être déclinés comme suit, c'est-à-dire vous avez le premier objectif, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc entre 2019 et 2030, et la préservation de la biodiversité. Comme le précise le guide ministériel, cette méthode permet d'établir un référentiel commun, d'où une logique, on va dire, ascendante, de partager une liste donc, des principaux leviers d'action plus concrets et plus pertinents en fonction des territoires, de mesurer l'impact de ces leviers en tonnes de CO2 évité et donc d'objectifs qui ont pu être atteints et donc objectifs liés à la biodiversité. Et donc également de rappeler et d'identifier les compétences de chaque partie prenante ainsi que leur travail en complémentarité. Deuxième étape, mener, comme je vous l'indique ici, il s'agissait par le passé, de mener un travail collectif et collaboratif permettant d'aboutir à un diagnostic partagé donc, du territoire régional, donc fin décembre 2023. Est-ce qu'il a été qualifié sous le terme de cartographie? Donc, il s'agit donc d'ici d'une étape importante, puisqu'elle visait à aligner les déclinaisons des objectifs nationaux avec la réalité des projets, des plans existants et portés par différents niveaux de collectivité et intercommunalité. Donc, il s'agissait donc de définir et d'établir une cartographie des projets, des plans qui ont déjà été mis en œuvre sur les territoires et de justement de présenter le lien direct de cette carte, comment dirais-je, de ces objectifs avec les objectifs ciblés à l'échelle nationale. Selon le diagnostic partagé, ce diagnostic partagé constitue donc un résultat, si vous voulez, ici, donc un état des lieux, un résultat du travail concerté entre les services de l'État et ceux des collectivités territoriales. Donc, qui permet donc d'évaluer l'écart qui reste à combler. Donc, ce qui a été, si vous voulez, enfin un état des lieux de ce qui a déjà été entrepris, de ce qui va être à entreprendre, et donc pour atteindre les objectifs attendus à l'horizon 2030. Troisième étape de la COP territoriale, il s'agit de la tenue du débat portant sur le choix des leviers à renforcer en fonction de la situation de vos territoires, de vos propres caractéristiques du territoire. Donc là, vous aviez une échéance mai 2024. Donc ici, vous avez des modalités qui sont celles qui ont dû être définies sur chaque territoire en vue d'aboutir justement à l'identification des moyens d'action plus adaptés à chaque territoire, ainsi qu'une première estimation des coûts qui en résultent. Le guide ministériel vous propose, on paraît au présent encore, de s'appuyer sur un exemple d'organisation, mais vous n'avez pas du tout de contraintes quant à justement à suivre cet exemple. Vous auriez pu, vous auriez pu suivre une toute autre organisation. On vous laisse
une latitude justement à la matière, mais le guide vous propose quand même un exemple sur lequel vous pouvez vous inspirer, d'organisation structurée en 7 groupes de travail. À cela s'ajoute une séance plénière. Donc, tout d'abord, les 6 premiers groupes de travail qui doivent porter sur les 6 thèmes qu'on a vus ensemble, donc sous la bannière France Nation verte, pour identifier tous les leviers qui peuvent être mobilisés sur vos territoires. Donc ici, l'objectif est pour ce qui concerne les groupes de travail, d'identifier précisément les leviers et les solutions adaptées aux caractéristiques spécifiques de vos territoires, et toujours en suivant le niveau retenu dans un premier temps, le niveau régional, et ce jusqu'au niveau communal, voire intercommunal, ou au niveau intercommunal, ou le niveau communal, dans un sens ou dans un autre. Le 7e groupe de travail, quant à lui, était chargé de coordonner les groupes thématiques pour, si vous voulez, comme je l'ai indiqué ici, équilibrer les objectifs entre les différentes thématiques et les différentes parties prenantes, justement, à ces groupes de travail. En veillant donc à ce que on prenne bien en compte les 5 défis environnementaux que je vous ai exposés tout à l'heure, et donc de pouvoir de faciliter la communication intergroupe, sous-entendu, enfin je vous l'indique ici, entre les différents groupes thématiques. Une dernière séance qui concerne la plénière, donc une séance plénière qui permet ici de restituer les travaux de l'ensemble des groupes de travail, et donc d'illustrer également la répartition des efforts et ce travail justement en complémentarité, en interdépendance entre les territoires, et pouvoir y déterminer s'il y a des besoins justement à créer en termes de solidarité, justement pour travailler en complémentarité et en interdépendance. Voilà, donc j'ai dit la même chose qu'avant finalement. Du coup, voilà pour ce qui est de la tenue des débats. Je vous l'ai dit, c'était à l'échelle régionale, mais il est tout à fait possible que ce débat puisse être également dupliqué à d'autres échelles, notamment à l'échelle infrarégionale, et donc on puisse de la même façon constituer une organisation similaire à celle qui est proposée par le guide. Dernière étape, il s'agit donc de finaliser la COP, avec le choix des stratégies retenues justement à l'occasion des travaux concernant tant l'état des lieux que les débats, portant sur le choix des leviers. Donc ici, il s'agit sur la base du diagnostic phase 1 et des débats phase 2, de déterminer, de formaliser un plan d'action opérationnel au niveau régional qui mobilise l'ensemble des acteurs, parties prenantes, collectivités, États, entreprises et citoyens, et d'élaborer conjointement d'élaborer ce plan conjointement par l'administration territoriale et les exécutifs locaux, de traduire une série de leviers plus concrets, et d'identifier des engagements d'ordre quantitatif qui décrivent une trajectoire plus pertinente et plus crédible pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés à l'échelle régionale, et tout en ayant à l'esprit l'ambition 2030. Voilà, donc pour ce qui concerne les grandes étapes de la COP, un point maintenant sur les contrats, les CRTE, dit contrats pour la réussite de la transition énergétique. Alors, juste pour
est situé un peu historiquement. Alors initialement, ces contrats étaient qualifiés de contrats de relance de la transition écologique, qui ont été pour la première fois engagés en 2020 pour pouvoir organiser la déclinaison du plan de relance, donc en cohérence, si vous voulez, avec les plans de territoire donc portés par les élus. Puis en 2023, donc plus récemment, dans le contexte de la territorialisation de la planification écologique, ces contrats ont été rebaptisés donc en contrat pour la réussite de la transition écologique. Donc il s'agit, le terme de réussite, vous l'avez vu, a été substitué au terme de relance ici, pour donner lieu, si vous voulez, à des contrats d'une nouvelle génération. Et donc, ces contrats de nouvelle génération ont fait l'objet, si vous voulez, d'une nouvelle instruction ministérielle, qui est en date du 30 avril 2024 et qui est venue préciser les modalités pour pouvoir relancer relancer les contrats qui ont été mis en sommeil, et ce à brève échéance dans l'ensemble des territoires concernés. L'instruction ministérielle a dégager 3 objectifs que voici. Donc relancer la dynamique CRTE, comme je viens de le dire, en matière de gouvernance et d'animation par les représentants de l'État, donc les préfets. Rappeler le caractère intégrateur et transversal des CRTE, qui concerne l'ensemble des politiques publiques, avec la transition écologique et la cohésion des territoires, je vous l'indique ici, comme un fil conducteur. Puis, troisième objectif, souligner ici le rôle essentiel des contrats pour vous permettre d'accélérer les projets de transition écologique dans un contexte, et c'est le thème de ce webinaire, de la mise en œuvre concrète de la planification écologique territorialisée. Voilà, donc je vous ai mis le lien vers l'instruction si vous voulez y jeter un œil. Juste un dernier mot sur le nombre de contrats qui existent à la date du 17 juillet 2024. C'est la date la plus proche que j'ai pu retrouver. Donc nous avons pu recenser 849 contrats signés à ce jour, sur les 853 périmètres qui ont été définis, à savoir 80% à l'échelle des intercommunalités et 20% à l'échelle EPCI, qui concerne plusieurs intercommunalités. Plusieurs CRTE qui ont été définis et qui ont été mis en œuvre à l'échelle des bassins de vie, progressivement. Comme je vous l'indique ici, l'ensemble des CRTE ont été transmis à l'ANCT par les services déconcentrés de l'État, et que vous pouvez tout à fait, je l'ai fait de moi-même, consulter sur le site justement de l'ANCT, que je vous ai mis en lien sur cette slide. Alors, juste un dernier mot sur la vocation première des CRTE nouvelle génération. Les CRTE ont vocation à devenir la feuille de route commune des actions qui doivent être menées sur l'échelle intercommunale ou pluri-intercommunale, pour pouvoir répondre de manière transversale à tous les enjeux de cohésion et de transition écologique. D'organiser l'action publique à l'échelle du bassin de vie, autour d'un partenariat plus renforcé, et donc forcément, puisqu'il est contractualisé entre l'État et les collectivités territoriales, et
dernière chose, donc de s'adapter donc à l'évolution des priorités, des enjeux des acteurs du territoire, donc tout au long de la durée de vie du contrat, hein, mais il faut savoir qu'il n'est pas figé, hein, donc tout à fait, on peut se dire aussi que on a un contrat signé entre les collectivités parties prenantes et l'État, mais qui est parfaitement évolutif, hein, donc il est tout à fait possible de faire bouger pendant la durée de vie du contrat, en l'avenantant, voilà, les priorités et enjeux donc qui sont plus spécifiques à vos territoires. Voilà pour ce dernier point. Juste une dernière chose, donc oui, je vous l'indique ici, donc du 1er juillet au 30 septembre 2024, l'instruction que je vous ai mentionnée tout à l'heure vous indique qu'il faudra réaliser une première revue de projet. Donc une première revue en associant tous les maires donc pour pouvoir recenser donc les projets qui peuvent être inscrits dans les contrats et ce jusqu'en 2026. Voilà, donc j'ai fini avec l'ensemble de ces parties. Il est 11h17. Je vais m'arrêter ici. Est-ce que vous avez des interrogations avant de passer à la prochaine partie? Laissez la main à Charles-Marie. Alors, je ne vois pas à mon niveau le chat, hein, donc Alors, je ne vois pas de questions non plus. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. D'accord, on va. Mais allez-y, et puis s'il y a des questions qui reviennent sur les parties précédentes, on les prendra un petit peu plus tard. Très bien. Parfaitement. Eh bien, je laisse la main à Charles-Marie pour vous présenter un focus sur la planification territoriale, plus axé sur donc justement les énergies renouvelables. Bien, merci Myriam et bonjour à tous. Je vais commencer cette troisième partie, donc comme tu l'as dit, sur la planification territoriale et sur un aspect concret finalement des énergies renouvelables. Cette partie sera scindée en deux points importants finalement. On aura d'abord les prémices, c'est-à-dire la loi climat et résilience, qui est une sorte de fondation voilà, de ces modalités, et également le rôle renforcé de la loi APER, cette loi qui vise notamment à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc, pour commencer, on sera effectivement sur un focus notamment sur les collectivités et un rôle qui a déjà pu être renforcé par la loi climat et résilience. Donc, si on revient un peu en arrière, rappelons-nous de la Convention citoyenne pour le climat et son débouché concret, finalement, sa réalisation pratique, qui est cette loi climat et résilience. Donc, cette convention et cet apport législatif ont pu avoir pour objet le renforcement du rôle des collectivités dans la réalisation de ces objectifs de politique énergétique. Ce renforcement concret se retrouve notamment dans des points législatifs. On peut notamment reprendre l'article 83 de cette loi climat et résilience qui prévoyait notamment plusieurs points que l'on va évoquer tout de suite. On a notamment la création d'un comité régional de l'énergie, également appelé CRE, et ce comité sera notamment composé à la fois d'élus locaux, ici donc voilà, le rôle des collectivités qui est donc renforcé, et ces élus locaux faisant partie de ce CRE auront notamment pour mission finalement de favoriser, de faciliter à la fois la concertation donc entre les collectivités territoriales, mais également en gardant le focus voilà, des questions relatives à l'énergie au sein de la région. Donc c'est un dialogue finalement entre plusieurs échelons, les collectivités ainsi que la région. La loi climat et résilience a également eu pour objet la fixation d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Donc on a notamment un décret où des comités régionaux de l'énergie vont émettre des propositions, ces propositions qui découlent finalement d'une concertation entre ces mêmes conseils régionaux. Donc il y a à la fois un aspect de dialogue finalement, voilà, entre les différents échelons régionaux pour apporter finalement voilà, un apport et des solutions par rapport aux solutions écologiques finalement et énergétiques.
De plus, cette loi climat et résilience a notamment prévu la définition d'une méthode et des indicateurs communs qui permettent de suivre, d'évaluer en temps presque réel finalement, et également des indicateurs qui sont partagés, mutualisés, et ce, entre les collectivités territoriales, mais également entre l'État. Et tout ça permet finalement un déploiement, une mise en place et une mise en œuvre concrète de ces objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Donc là, on a effectivement un rôle renforcé des collectivités, toujours en dialogue, cette fois avec l'État. De plus, et par rapport à cette partie, on a également l'engagement par l'échelon régional finalement de procédures de mise en compatibilité, pardon, notamment par rapport au SRADDET, avec des objectifs régionaux, et cela va se fonctionner finalement dans un délai de 6 mois à compter de la publication d'un décret qui va fixer des objectifs encore plus concrets. À partir de là, la prochaine étape, c'est notamment la planification du déploiement des énergies renouvelables au terme de la loi APER. Donc, rappelons que la loi APER, c'est la loi 2023-175 du 10 mars 2023, et qui est notamment relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui a notamment réaffirmé le rôle important, essentiel des collectivités territoriales et donc de facto des élus locaux pour l'aménagement du territoire, en leur donnant de nouvelles possibilités, de nouveaux leviers d'action pour la mise en place de ces projets. L'un de ces leviers, finalement, c'est notamment la création d'un référent préfectoral qui sera chargé d'instruire ces projets d'énergie renouvelable, que l'on retrouve codifié, plutôt non, inscrit à l'article 6 de la loi, et codifié justement à l'article L 181-28-10 du Code de l'énergie. Donc, ce référent préfectoral a plusieurs missions. Il va notamment servir à l'instruction des projets de développement des énergies renouvelables, ainsi que participer aux projets qui seront indispensables à la transition énergétique. De plus, il est nommé donc, comme son nom l'indique, au niveau départemental parmi les sous-préfets, et il va également effectuer un effort de facilitation des démarches, ainsi que participer à la coordination des travaux des services qui instruiront les projets d'énergie renouvelable. Donc ce rôle, c'est également de se charger, de s'occuper et d'effectuer un bilan annuel de l'instruction des projets sur son territoire, pour voir à peu près ce qui a pu être réalisé et ce qui aurait pu, par exemple, poser problème. Donc les missions de ce référent étaient normalement censées être précisées par la voie réglementaire, mais c'est finalement une circulaire qui a été publiée en novembre 2023, puisque le gouvernement a finalement considéré que les dispositions de la loi étaient suffisamment précises par rapport aux définitions générales, aux rôles et aux missions du préfet, et qu'une circulaire finalement était suffisante pour permettre de donner des indications plus opérationnelles, plus concrètes pour la mise en place effective de ces missions. Plus généralement, son rôle est donc celui d'un facilitateur, d'accompagnateur, dans un rôle de mutualisation, notamment pour la planification territoriale des énergies renouvelables, et il va notamment être disponible finalement pour les collectivités territoriales, et il ne sera pas seul puisqu'il sera également accompagné d'un correspondant dit énergie renouvelable, qui sera identifié au sein de chaque DDT et de chaque DREAL. Donc ce référent préfectoral finalement n'est pas seul, il sera accompagné voilà, pour discuter avec les collectivités. Il y a également un rôle qui sera joué dans la coordination de la planification territoriale, puisque ce référent, encore une fois, est l'interlocuteur privilégié des collectivités lorsqu'elles travaillent notamment sur la planification ascendante du développement des énergies renouvelables terrestres et électriques et non électriques. Donc c'est tout de même un ensemble finalement qui englobe plusieurs points: renouvelables terrestres, électriques et non électriques, sur leur territoire, et toujours bien sûr en cohérence avec les objectifs nationaux. Il va de plus les appuyer en particulier dans la définition de leurs zones d'accélération, qui ont pu être précisées et introduites dans l'article 15 de la loi dont on a discuté tout à l'heure, et en coordination toujours avec ces mêmes correspondants énergies renouvelables que l'on vient d'aborder à l'instant. De plus, ce sera également un accompagnateur des projets et un facilitateur de leur instruction, puisqu'ici, il va faciliter le dialogue entre les porteurs de projets ainsi que les services instructeurs. Il va également coordonner l'instruction des projets sur son territoire, toujours en accompagnant ces derniers, mais également voilà, dans un rôle un peu plus à long terme finalement, qui est toujours l'accélération et la facilitation de ces procédures pour respecter ces objectifs, et tel qu'il est demandé finalement dans la circulaire du 16 septembre 2022. Donc ça va se traduire concrètement par exemple par
conseil ciblé en amont d'un projet, également des revues de projet avec les porteurs de ces mêmes projets pour apporter des observations, des critiques, finalement tout élément qui permettrait de faciliter ces projets, ou encore finalement la participation au comité de projet, toujours sur invitation des collectivités concernées pour ces projets et qui le développeraient en dehors des zones d'accélération et toujours en présence finalement de l'appui technique et des services de l'État qui sont en charge de l'instruction. De plus, il va s'occuper de la réalisation par les services de l'État, ici on parle de la DDT et de la DREAD, d'un bilan annuel de l'instruction des projets sur son territoire et, lorsque cela est pertinent, du suivi statistique associé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à la fois un rôle de conseil, mais qu'il y a également un critère quantitatif finalement qui permet des bilans et qui permet voilà, d'apporter des statistiques concrètes sur ce qui s'est fait ou ce qui ne s'est pas fait justement. De plus, ce référent va être invité à bénéficier de formations sur les énergies renouvelables qui vont apporter finalement à ses connaissances concrètes et son rôle de conseil, ce qui fait que la planification territoriale et l'instruction des projets bénéficieront par ces formations. Et ainsi, il veillera à la bonne appropriation des outils ainsi que des méthodes par les collectivités et il pourra lui-même finalement mettre en place des formations ou des ateliers sur son territoire, notamment avec le réseau ADEME qui est en lien bien sûr avec tout ce qui est par rapport à la transition écologique. Donc on a finalement ces indicateurs de suivi du développement des énergies renouvelables précisés à l'article 6. Donc s'il faut retenir quelque chose d'important, c'est notamment ce critère quantitatif. Ce suivi, finalement, ce n'est pas juste du conseil, mais voilà, il y a vraiment des bilans qui sont mis en place, ce qui fait que concrètement, des objectifs régionaux sont prévus par la loi climat et résilience, et ceux-ci vont contribuer aux objectifs nationaux de politique énergétique, notamment ceux qui sont fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qui fait qu'ils devront tout de même être précisés par décret, mais on voit bien, voilà, cet aspect suivi, cet aspect statistique, pour aider finalement les collectivités. Ici, le législateur n'oublie pas de dire que ces indicateurs seront rendus publics, communicables et seront notamment déclinés à l'échelle du département et arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. Ces indicateurs finalement incluront notamment le nombre de projets en cours d'instruction, le nombre d'autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d'instruction, ce qui permet d'avoir un bilan finalement localisé par rapport à ces énergies renouvelables pour savoir ce qui est en cours, ce qui a déjà été refusé, pourquoi est-ce que ça a été refusé, et notamment quel est le délai moyen d'instruction finalement. Toujours par rapport aux délais, l'un des objectifs, c'est notamment la réduction des délais d'examen au regard notamment du code de l'environnement, avec des dispositions précises, voire dérogatoires finalement pour les projets situés en zone d'accélération. Ici, on parle de l'article 7 de la loi qui va se transposer dans le code de l'environnement, à la fois dans l'article L 123-15 alinéa 2 de ce même code. Ici, on parle notamment d'une réduction de 30 à 15 jours du délai qui est laissé au commissaire enquêteur pour rapporter finalement ses conclusions à l'issue de l'enquête publique, en sachant qu'un décret qui n'a pas encore été publié, mais qui devrait l'être bientôt, discutera et précisera des adaptations qui seront nécessaires dans la partie réglementaire du code de l'environnement. Donc là encore, on voit qu'il y a la volonté du législateur finalement d'aller plus vite en accélérant les procédures, et cela va se retrouver également à l'article L 181-9 du code de l'environnement. Ici, premièrement, il y aura une réduction de 4 à 3 mois de la durée maximale de la phase d'examen lors d'une demande d'autorisation environnementale, mais on aura également une disposition qui a été abrogée par l'article 4 de la loi dite Industrie verte, c'est-à-dire que les phases d'examen et de consultation du public sont fusionnées, mutualisées, rassemblées, ce qui a pour conséquence notamment que le fait que la durée de consultation est désormais fixée à 3 mois lorsque l'avis de l'autorité environnementale n'est pas requis. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie, finalement, ce sont ces indicateurs de suivi et la volonté du législateur d'aller plus vite pour permettre voilà, des délais moyens d'instruction qui soient réduits. Voilà. On a également la création de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, qui est un point important et qui se trouve à l'article 15. Ces modalités de création de ces ZAER sont notamment les suivantes.
C'est d'abord l'État finalement qui mettra à disposition des collectivités des informations, des ressources, notamment sur le potentiel d'implantation des énergies renouvelables au regard finalement des spécificités du territoire, d'un aspect géographique bien sûr, en sachant que la loi détaille la nature des informations qui doivent être fournies et qui seront donc plurielles et précises. Ces mêmes informations seront mises à disposition dans un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la loi et seront mises à jour à minima lors de chaque révision de la PPE. Donc on voit bien que c'est un projet à long terme puisque des mises à jour sont requises, sont obligatoires et qui permettront pour les décideurs locaux finalement de savoir ce qu'il est possible de faire ou pas et quelles sont les potentialités qui s'offrent finalement aux collectivités. De plus, les communes disposent de 6 mois à partir de ce moment-là pour identifier des zones d'accélération et ce, après une procédure de concertation du public, qui sera finalement déterminée, librement par les élus locaux. À partir de là, elles transmettront ce zonage, cette cartographie au référent préfectoral dont on a parlé précédemment, ainsi qu'à l'intercommunalité et également, si la situation le requiert, à l'établissement porteur du schéma de cohérence territoriale, également appelé SCOT, pardon. Durant ce délai, il y aura donc un débat au sein de l'intercommunalité sur la cohérence des zones d'accélération, et qui seront identifiées avec la procédure, finalement. De plus, on a également ce comité régional de l'énergie qui va rendre un avis sur cette cartographie au plus tard 3 mois après sa réception. Donc dans ce cadre, 2 points distingués, ou bien l'avis conclut que les zones d'accélération sont suffisantes pour atteindre des objectifs régionaux et dans ce cas, il appartiendra aux référents préfectoraux de la région d'arrêter la cartographie, le zonage de ces zones et ce à l'échelle de chaque département. En sachant qu'il faudra bien sûr recueillir l'avis conforme des communes du département, exprimé par délibération des élus municipaux, et ce pour des zones qui concerneront finalement le territoire. De plus, et d'autres options, c'est notamment si l'avis conclut que les zones d'accélération précitées sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs, et bien dans ce cas, les référents préfectoraux se tourneront vers des communes, notamment pour identifier les zones d'accélération complémentaires, c'est-à-dire des zones qui seront dès lors nouvellement identifiées et qui seront soumises à partir de là dans un délai de 3 mois à compter de la nouvelle demande finalement de la saisine des référents préfectoraux au comité régional de l'énergie qui dès lors lui-même devra émettre un nouvel avis et ce dans un délai de 2 mois à compter de ce nouvel avis. Les référents préfectoraux de nouveau arrêteront une nouvelle cartographie des zones identifiées à l'échelle de chaque département après encore une fois avoir recueilli l'avis conforme des personnes. Je crois que je viens de voir une question, je vais la prendre en compte. Donc, où en sommes-nous dans ce calendrier? Car les ZER ont été définis il y a bientôt 9 mois déjà et aucune nouvelle de la part du référent préfectoral ou autre. Alors, c'est vrai que comment dire, les modalités pratiques, et l'application concrète peut varier, géographiquement. Ce que je peux vous proposer, c'est notamment que vous appeliez le service rural consult, pour avoir un peu plus de précision finalement. Mais c'est vrai que c'est toujours dépendant malheureusement en termes de planning et de délai, avec un certain échelon géographique finalement. Donc voilà sur ce point. Je vais reprendre, ce point-là. Donc ensuite, on a également des zones d'accélération, celles-ci, qui seront intégrées aux différents documents d'urbanisme. Donc là, on a un lien clair finalement entre la transition écologique et les documents d'urbanisme, puisque ceux-ci sont mutualisés et font partie chacun l'un de l'autre, et ce, sont la procédure de modification simplifiée. Ces mêmes documents pourront définir des zones d'exclusion d'énergie renouvelable et ce, uniquement s'il a été arrêté une cartographie des zones d'accélération au niveau départemental et que de plus, le comité régional a estimé que ces zones étaient suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux de déploiement de ces mêmes énergies. À partir de là, il faut bien sûr noter et remarquer que les avantages de ces zones ne sont pas forcément liés aux documents d'urbanisme, donc il n'est pas nécessaire bien sûr d'attendre leur modification pour en bénéficier et donc, si aucune modification est en cours, cela n'empêche pas, bien sûr, que ces zones d'accélération soient mises en place. À ce titre, je vous propose dans ce support de guide ministériel de planification des énergies renouvelables
à destination des élus locaux, qui est assez complet, qui permet finalement de voir ce qu'a prévu le ministère concrètement et des solutions qui s'offrent à ces mêmes élus locaux finalement. Donc, ce qu'il faut retenir c'est que ces zones d'exclusion seront définies dès lors que les installations d'énergie renouvelable sont incompatibles, je cite finalement, avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité, ou bien qu'elles portent atteinte à la sauvegarde, à la protection des espaces naturels et des paysages, ainsi qu'à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Donc on voit bien qu'il y a quand même des critères plus ou moins précis à respecter et qu'on ne peut pas comme cela finalement avoir ces zones d'exclusion. Ensuite, nous aurons également un point important, voire essentiel, c'est la création obligatoire d'un comité de projet pour ces projets donc ENR qui sont situés en dehors du zone d'accélération. Ici, ces zones d'accélération doivent être comprises comme arrivant au terme d'une procédure précédemment rapide, mais ce ne sont pas des zones exclusives. Ce sont des projets qui peuvent être autorisés en dehors de ceux-ci, ce qui fait que ces projets envisagés en dehors de ces zones concernent une installation voilà, d'une puissance qui est installée et qui est supérieure ou égale à un seuil précis et déterminé, notamment à l'article R 211-6 du Code de l'énergie et qui devront faire l'objet d'un comité de projet, notamment afin de garantir la bonne inclusion, la bonne installation pour la commune d'implantation ainsi que des communes limitrophes dans la conception du projet et ce au plus tôt et en continu. De plus, les parties voilà, participeront à ce projet et seront représentés notamment à l'échelon communal et intercommunal ainsi que les représentants des communes limitrophes. Un apport important, c'est également le décret 2023-1245 du 22 décembre 2023 qui va notamment fixer et préciser ses conditions d'application ainsi que la composition du comité de projet. Ici, c'est codifié notamment à l'article R 211-5 et suivant du Code de l'énergie. Et le rôle notamment de ces porteurs de projets, ce sera notamment d'inciter voilà, les décideurs finalement à se diriger, à se fixer sur des zones d'accélération qui seront définies à partir du moment où celles-ci correspondent effectivement et bien sûr à une volonté publique, politique, et témoignent également d'une adhésion locale du projet d'énergie renouvelable, à condition également qu'elle soit attractive économiquement, puisque le gouvernement va notamment mettre en place, publier des avantages financiers pour les porteurs de projets s'implantant sur ces zones. Et à ce sujet, je vous renvoie au guide ministériel à destination des élus locaux, qui est donc très complet sur ce point. De plus, un élément important sera la prise en compte des zones d'accélération dans les procédures de mise en concurrence qui est discutée à l'article 17. Donc, le législateur a ici prévu une sorte de procédure dérogatoire qui prendra en compte finalement ces implantations lors des procédures de mise en concurrence et qui permettront notamment à ces mêmes installations de bénéficier d'un soutien public pour faciliter la finalisation de ce projet, si tant est qu'il soit possible, bien sûr. Donc, on a forcément, en tant que l'un des critères de sélection, qui sera utilisé par l'autorité administrative, la possibilité de sélectionner des bénéficiaires pour notamment que figure l'implantation dans une zone d'accélération et ceci sera à préciser dans le cahier des charges. Et de plus, il y a également la possibilité d'une contrepartie, d'une modulation annuelle du tarif de rachat qui permettrait de compenser les pertes de productibles qui seraient liées à des conditions d'implantation moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. Cela sera à préciser dans les conditions d'exécution du contrat. Donc on voit bien que le législateur veut faciliter ces installations en indiquant voilà, des spécificités concrètes et pratiques dans les procédures de mise en concurrence pour permettre une plus grande installation, en sachant que ces dispositions ne nécessitent pas de mesures réglementaires d'application, mais les cahiers des charges, cependant, devront être adaptés pour prendre en compte de ces nouveaux critères, notamment lorsqu'ils seront utilisés dans des procédures de mise en concurrence futures. Donc je vais marquer un temps d'arrêt pour la troisième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que l'on évoque un bilan du déploiement des zones, d'accélération d'énergie renouvelable. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc on va passer à la quatrième partie. On va poursuivre. Ouais, c'est ça.
Ici, on va notamment évoquer le portail de cartographie, donc ZAER. C'est un système qui notamment, donc comme son nom l'indique, permet de zoner, de visualiser et d'analyser concrètement les divers enjeux des territoires à prendre en compte dans le développement des énergies renouvelables, pardon, et qui a été mise en ligne, donc qui est directement accessible. Et ce système de cartographie aura notamment pour objet d'appuyer les communes dans l'identification de zones qui sont potentiellement propices à l'implantation d'énergies renouvelables sur leur territoire, notamment, et ce pour définir finalement ces zones d'accélération qui sont prévues par l'article 15 que l'on a rencontré un peu plus tôt de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc ce portail de cartographie finalement va mettre à disposition des données objectives, concrètes et pratiques finalement sur le territoire, ainsi que des éléments de pré-traitement de ces données qui pourront d'ores et déjà finalement servir d'outils d'aide à la décision pour les collectivités. Ces ressources sont librement communicables pardon, et peuvent être intégrées dans d'autres outils de visualisation, notamment en utilisant la clé partagée dite ENR. Un lien ci-dessous est disponible vers la nouvelle version du portail, donc c'est planification.climat-énergie.gouv.fr que vous pourrez retrouver. Ce bilan est également, précisé par un rapport de la mission d'application de la loi qui apporte des observations. Donc ce rapport de la loi, bien sûr, du 10 mars 2023 a été adopté en commission récemment, finalement, le 13 février 2024 et fait état, observe finalement à la fois les textes réglementaires qui ont été publiés, les circulaires qui ont été édictées et fait le bilan finalement de la mise en œuvre de cette même loi ainsi que des dispositions qui n'ont pas encore fait l'objet de textes d'application nécessaires. Le lien est disponible juste ici. Et si on doit retenir quelque chose, c'est que globalement, le constat est que seulement finalement 30% des mesures réglementaires qui sont considérées comme nécessaires à la concrétisation de la loi ont été prises, mais que de plus et surtout, en l'absence d'une nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, eh bien, on se rend compte que l'exercice de définition de ces mêmes zones d'accélération d'énergie renouvelable seront sérieusement compromises et que voilà, c'est un bilan finalement assez mitigé par rapport à l'application de ces mesures réglementaires, ce qui fait que en réaction, l'État a mis à disposition des élus locaux finalement des informations nécessaires sous la forme de ce portail cartographique qui est réalisé par l'IGN et le CEREMA. Si l'on cite finalement le rapporteur de la mission, monsieur Henri Alfandari, celui-ci considère que le travail des élus locaux reste laborieux et complexe. Il pointe en effet un manque de coordination entre les différents échelons, donc un manque de communication également, et rappelle que certains élus ne se sentent pas suffisamment accompagnés dans les démarches effectuées ou qu'à l'inverse, ces mêmes élus ont le sentiment que les décisions sont déjà prises pour eux et que donc leur rôle finalement est presque figuratif. De plus, il faut rappeler que les ZAER sont, validés par les comités régionaux de l'énergie, les CRE, sur la base des objectifs, comme on l'a vu plus tôt, régionaux de déploiement des énergies renouvelables qui, eux-mêmes, sont la conséquence de la future loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui, à cette date, n'est pas encore présentée. Donc ce qui fait que ces objectifs de planification ne sont pas forcément connus des élus et cela pourrait complexifier finalement la définition de ces zones qui pourrait être revu lors de la publication de la prochaine loi. Voilà sur ce point, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Alors comme je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure en préambule, si je puis dire, sur, cette dernière partie, hein, nous vous mettrons à disp on la met nous vous la mettons à disposition. Vous avez dû recevoir le support, hein, et si vous avez d'interrogations, demandes de précision, n'hésitez pas à nous recontacter, même au service, d'information juridique, hein, Rural Consult et on fera le lien. Permettre, Alors je vois qu'il y a une question, heu, je vais ouvrir la conversation. Bonjour, le portail cartographique des ENR est-il actif? Nous ne parvenons pas à visualiser les ZAER de notre territoire. Alors normalement, il est actif, donc je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière pour que vous n enfin pour qu'il n'y ait pas d'accès, particulier.
Là encore, vous pouvez nous recontacter finalement, par téléphone au service Rural Consult pour que l'on voit ensemble notamment, voilà, quelle est la situation géographique de votre collectivité, si on peut voir ce qu'il est possible de faire, mais normalement, ce service est bien actif, oui. Voilà. Alors, pareil chez nous en Sarthe, d'accord, donc c'est que Plusieurs sont dans le même, oui, c'est ça, c'est ça. plusieurs sont dans le même cas. Mmh. Alors normalement, c'est censé être actif, mais il se peut qu'il y ait des, voilà, des distorsions, géographiques et que certains territoires n'aient pas encore été, inclus finalement, ce qui pourrait expliquer ce retard, oui. D'accord, donc il semble, la cartographie sur le portail est vierge, j'ai interrogé LDDT mais aucune nouvelle. Ce portail est actif mais il faut suffisamment zoomer, il faut que les zones aient été arrêtées, ce qui n'est pas le cas de tous les départements, où il y a une deuxième phase de définition des zones. Oui, c'est ce que l'on a vu, tout à l'heure, donc il se peut que certains, départements n'aient pas encore, voilà, ne soient pas encore cartographiés précisément puisque la deuxième phase, n'a pas encore été arrêtée, ce qui pourrait expliquer un retard entre certains territoires par rapport à d'autres. Mmh. Je vous en prie. Bon, mais s'il y a pas d'autres questions, Catherine Denou. Catherine, si tu m'entends, on va peut-être clôturer? Oui, bah, écoutez, je vous propose effectivement qu'on clôture. Vous aurez, accès à un replay qui vous sera envoyé voilà, d'ici quelques jours et je vous renverrai le document au cas où certains d'entre vous, ne l'auraient pas reçu et donc voilà, ce que je vous disais en introduction, hein, n'hésitez pas, sur toutes ces questions, qui ont été évoquées aujourd'hui, mais également sur toutes les questions que vous pouvez vous poser dans la gestion quotidienne de vos collectivités, dans d'autres services. N'hésitez pas à utiliser donc, Rural Consul qui, je vous le rappelle, est un service gratuit, et vous pouvez avoir en direct des juristes qui vous répondent immédiatement ou maximum sous 48 heures. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous avez le lien sur la page qui vous est présentée là pour aller regarder un peu plus près, les différentes offres de services de Rural Consult. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci Myriam, merci Charles-Marie. Merci Catherine, merci à tous les Merci à tous. participants, merci, de votre attention et ça a été un plaisir pour nous de vous présenter ce sujet. Plaisir partagé. Je vous souhaite une excellente journée et à Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.